connaître les coraux. Oh, et petit huile à tailler. Comme à l'accoutumée. Nana yao. Sommes de nouveau de sortir. Tarado arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission où les cultures des Outre-mer sont tout en haut de l'affiche. Et tout en haut de l'affiche aussi, en un très court laps de temps, 3 films réalisés par des cinéastes ultramarins ou bien concernant des sujets liés aux Outre-mer. Ainsi est sorti le film Fanon de Jean-Claude Barny sur le combat du psychiatre martiniquais en Algérie. La Guadeloupe est mise à l'honneur avec 2 films, Magma de Cyprien Vial sur un réveil potentiel de la soufrière et Zion, sorti d'abord dans les Antilles-Guyane puis 3 semaines plus tard dans l'Hexagone. Le film de Nelson Foy a démarré très fort, montrant qu'il y a un engouement pour des films 100% Outre-mer, non seulement sur place, mais aussi hors des frontières naturelles ultramarines. Une période faste donc que nous essaierons d'aborder avec notre invité du jour, lui qui en spécialiste du 7e art antillais a décortiqué les rouages et analysé l'évolution d'un cinéma qui a beaucoup de mal à exister parmi les autres productions françaises. Il nous expliquera peut-être pourquoi cette profusion de films liés aux thématiques chères aux Outre-mer. Est-ce un hasard, une coïncidence ou la marque d'un changement dans les regards portés vers ces univers-là? Nous écouterons ces hypothèses qui se mêleront aux conclusions déjà tirées dans son livre, qui nous éclaire sur l'histoire du cinéma antillais et sur sa réelle portée jusqu'ici. Au creux de notre oreille cette semaine, Guillaume Robillard. Guillaume Robillard, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes docteur en cinéma et chargé de cours de l'Université Paris 1 et de l'Université des Antilles. Vous êtes déjà passé par le micro de l'oreille hardie il y a un peu plus de 2 ans pour un ouvrage intitulé alors « Conquête de l'espace et du temps ». Le cinéma antillais. Vous y proposiez une étude approfondie de ce qui se fait, de ce qui se faisait, de ce qui constituait ou déterminait l'avènement d'un véritable cinéma antillais. Cinéma dont vous posiez d'ailleurs ironiquement la question de son existence ou non. Et vous revoilà pour, alors on va le dire ainsi, la réactualisation de ce livre avec une orientation un peu différente à travers notamment un examen des personnages visibles dans ce cinéma. Vous avez intitulé cette nouvelle version « Un cinéma décolonial, les personnages du cinéma antillais » et c'est paru aux éditions Presse universitaire des Antilles. Comme je le disais en introduction, il y a eu depuis cette rentrée 2024-2025 une foison de films qui touche ou concerne les Outre-mer et singulièrement dans ce premier semestre 2025, on a eu Fanon, Zion ou bien Magma. Auparavant, septembre 2024, on avait eu Ni chaîne ni maître qui évoquait l'esclavage du côté de l'océan Indien. Vous allez nous aider à analyser cette recrudescence de production à travers notamment le filtre de votre livre. Mais avant de commencer, Guillaume Robillard, on a toujours un petit portrait en début d'émission. Je voudrais vous demander en quelques mots vraiment, quel portrait vous dresseriez du cinéma antillais, un peu comme si on parlait d'une personne ou d'un personnage. Qui est-il, ce cinéma antillais ? Ce cinéma antillais, avant tout, c'est un cinéma qui est très politique. Alors de manière plus concentrée sur les 30 premières années de la production, mais qui reste encore un cinéma qui a des revendications très fortes. Et au minimum, c'est un cinéma qui a une conscience sociale très marquée et surtout une grande conscience d'une identité et d'une culture spécifique qui sont formulées à travers, donc en particulier les personnages récurrents de ce cinéma. On en parlera plus tard, je pense. Oui. Et donc, et thèmes associés. Et puis aussi, et c'est un point qui n'est pas anodin, la présence des langues créoles. Elles ont été très présentes dans ce cinéma dans les années 70-80. Puis il y a eu comme ça un creux pendant une quinzaine d'années. Et on voit que les jeunes porteurs de projets en court-métrage depuis une dizaine d'années, et donc les nouveaux longs-métrages, en particulier Zion de Nelson Foy, on voit dans ces différentes œuvres un retour en force des langues créoles, avec tout ce qu'elles véhiculent évidemment comme données culturelles. Alors un cinéma politique, est-ce que c'est pas, ça n'enferme pas ce cinéma-là? Zion en particulier, lui,
on sent qu'il allie quelque chose qui est de l'ordre du politique et social, mais en même temps film d'auteur et en même temps film de genre. Donc je sais pas si ça préfigure quelque chose de nouveau, mais jusque-là, est-ce que cette identité de cinéma très politique, pour les raisons que vous venez d'évoquer, est-ce que ça n'enfermait pas aussi un peu ce cinéma-là ? Alors on pourrait dire que c'est la limite de sa qualité, c'est-à-dire qu'il y a une forte conscience politique, alors qui se formule depuis une quinzaine d'années de manière beaucoup plus discrète, de manière beaucoup plus feutrée. On voit que depuis 2010 à peu près, et je pense à des longs métrages comme ceux de Julien Dalle ou de Mariette Montpierre, plus récemment de Nelson Foy et de quelques autres, qu'il y a une formulation beaucoup moins en ligne droite de la question ou des questions politiques. Oui, on peut se dire que dans une certaine mesure, ça a un peu enfermé ce cinéma, parce que ça a peut-être concerné en priorité un certain public, un public local en Guadeloupe et en Martinique, par extension en Guyane, peut-être parfois à La Réunion, et ça a peut-être rendu fébrile un public qui n'a pas de lien direct avec les Antilles. Donc voilà, cette frontalité, cette conscience politique et historique extrêmement forte, qui ne peut pas faire l'impasse du passé esclavagiste ou colonial, a pu effectivement, je n'aime pas ce terme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, cloisonner un petit peu ce cinéma. On voit qu'avec les jeunes porteurs de projets de ces 15 dernières années, et Nelson Foy en fait partie, mais il y avait déjà cette dynamique en place, il y a prétention à faire des films qui vont être ouverts à un public plus large, à travers une formulation encore une fois plus feutrée, et qui est plus de l'ordre du social et du culturel que du politique aujourd'hui. Et du coup, on va explorer aussi le cinéma de genre, parce que je l'ai pas dit, mais Zion d'abord a enregistré un très grand nombre de places vendues uniquement en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où il était sorti 3 semaines avant. La sortie nationale, c'était le 9 avril 2025, le 9 avril dernier, et grâce notamment à c'est pas des avant-premières, à cette sortie, en tout cas prématurée dans les départements et territoires d'outre-mer, il y a eu effectivement, on le voit, un engouement. Mais c'est, comme je le disais, il y a à la fois, on parle de politique et sociale, ça parle d'une Guadeloupe très actuelle, et en même temps, faut pas l'oublier, c'est un film de genre, c'est un polar, un thriller, et ça, c'est voilà, cette exploration du genre cinématographique dans le cinéma antillais, pour ne parler que de lui, ou ultramarin de façon globale et générale, ça c'est relativement nouveau quand même. Alors je crois que vous avez à peu près tout dit. Je ne peux que rebondir, c'est-à-dire que dans le cinéma antillais de la première génération, ce qu'on va appeler les pionniers, alors c'est Christian Lara, bien entendu, père du cinéma guadeloupéen, par extension du cinéma antillais, on peut discuter les expressions. C'est Eusanne Palsy, évidemment incontournable et très connu, et quelques autres bien sûr. Il y avait finalement effectivement assez peu de films qui allaient vers des genres spécifiques. C'était du cinéma social, qui est, je pense, historique aussi. Ou historique, bien sûr, social ou historique, qui est, je pense, aussi l'héritage de références cinématographiques dans lesquelles une génération a baigné. C'est-à-dire qu'il y a une certaine influence du réalisme européen. On peut penser au free cinéma anglais, on peut penser évidemment à la nouvelle vague en France. On est face à des cinéastes qui ont baigné dans ce type de film, tout en proposant des choses un peu différentes, parce que c'est un cinéma qui flirte très rapidement aussi avec une forme de réalisme merveilleux, une forme de fantastique caribéen, mais il y a cet héritage du réalisme européen. Pour les films beaucoup plus récents, on est face à une génération qui a été nourrie autrement par le cinéma, et ne serait-ce que l'accès j'ai envie de dire privilégié, facilité par les DVD il y a encore quelques années et les plateformes de streaming, qu'elles soient légales ou illégales. Donc on est face à une génération qui a été nourrie de références différentes, qui correspondent aussi à une génération, et effectivement c'est un cinéma qui va de plus en plus vers différents genres cinématographiques. Beaucoup quand même par le cinéma américain, oui. Avec du film d'action notamment, même si c'est pas du film d'action entre guillemets à la Schwarzenegger, ça peut être aussi du film d'action beaucoup plus fin. Il n'empêche que ils ont été baignés dans ce cinéma-là, avec aussi une ouverture en ce qui concerne, si on parle uniquement du cinéma antillais, vers les films de la communauté noire, notamment noire américaine, où là aussi, on essayait de dépeindre un peu ce qui se passait dans les banlieues, etc., etc. Donc il y a d'autres modèles, c'est ça en fait que vous nous dites, qui se sont créés, d'autres modèles en termes de référence, de réalisation, etc. Oui, absolument. On est face à une génération de réalisateurs qui s'est placée ces 10 dernières années, pour le dire rapidement, on peut toujours un peu discuter à 1 ou 2 années près, et qui a été nourri beaucoup par le cinéma hollywoodien, et vous l'avez dit, un certain cinéma noir américain. D'ailleurs, je sais qu'il y a déjà eu des tables rondes entre professionnels en Guadeloupe ou en Martinique pour savoir si le cinéma des Antilles françaises, par extension les cinémas caribéens, étaient des black cinemas, au sens où on l'entend pour le cinéma noir américain. Alors il y a des points de connexion, il y a aussi des points d'écart, mais on est face à des réalisateurs plus récents qui ont effectivement été bercés par les références que vous avez dites. Et donc, ça implique nécessairement des films différents.
ne serait-ce que d'un point de vue formel. D'ailleurs, si on devait rapidement donner une date comme ça, je dirais une forme d'apparition d'une seconde génération, c'est les années 90, début des années 2000, et on peut citer un film comme Nègre Marron de Jean-Claude Barny, qui est un de ces films déjà qui fait passer ce cinéma de sa phase rurale à sa phase urbaine. On rentre vraiment dans le cœur de la ville, même s'il y a la question du ghetto qui est autour, mais c'est vraiment la question du tissu urbain, avec un ensemble de codes formels, caméra à l'épaule, rapidité du montage, référence à une esthétique du clip, référence à des musiques urbaines comme le hip-hop, etc. Et là, on a déjà un jeu de bascule formel, esthétique et de référence cinématographique, tout simplement. Voilà, après, lui-même n'a pas forcément suivi dans cette voie-là, et le flambeau n'a pas nécessairement été repris juste après Nègre Marron non plus. C'est en quoi on peut aussi faire une espèce de lien dans le temps entre Nègre Marron et Zion, d'ailleurs. Je vous rejoins tout à fait sur ça. À l'époque, au début des années 2000, on a Nègre Marron, et il faut aussi se rappeler de Tête grainée de Christian Grandmont, qui s'inscrivent dans des références cousines à peu près à la même période. Et puis, ça n'est pas suivi, et on peut dire que dans une certaine mesure, avec ses propres codes visuels, avec sa propre énergie, avec ses propres idées, que Zion est une forme de reprise du flambeau de ce positionnement qui avait déjà été proposé par Barny à l'époque. Alors, on va reprendre un peu deux, trois chemins empruntés par votre livre. Vous disiez malicieusement, et dans la version précédente, et dans celle-ci, donc un cinéma décolonial, qu'il n'y avait pas de cinéma antillais, mais c'était une forme de pirouette pour dire que le système de production n'était pas adapté à ce cinéma-là, et donc malheureusement ne pouvait pas avoir d'existence, en tout cas pérenne, propre. Les premiers films et puis même les suivants étaient beaucoup basés sur l'autoproduction. C'est moins le cas des derniers films, ceux qu'on a cités qui sont sortis cette année, mais même d'autres avant qui réussissent à trouver des financements un petit peu en dehors de leurs frontières naturelles. Vous pensez qu'on va aller de plus en plus vers ça? C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a comme un regard nouveau qui s'est porté vers des thématiques qui concernent les Outre-mer, que le grand public hexagonal a l'air de découvrir comme si ça n'avait pas existé depuis déjà 2-3 siècles. Mais il n'empêche que, donc du coup, les financiers, les investisseurs, les producteurs s'intéressent à de nouveaux terrains, sur le plan du scénario en tout cas. Alors, on peut espérer que ce n'est pas une éruption ponctuelle. Je pense qu'on a toutes et tous envie que ça s'inscrive dans une certaine durée, que ce soit l'annonce d'une nouvelle période. Pour revenir sur cette question du cinéma entier qui n'existe pas, c'était pour bien souligner qu'assez souvent, c'est ce qui est opposé. Et d'ailleurs, c'est ce qui a pu m'être opposé à plusieurs reprises par des professionnels de l'audiovisuel de Guadeloupe ou de Martinique, de manière assez surprenante, j'ai trouvé. C'est-à-dire de dire il n'y a pas de cinéma antillais puisqu'il n'y a pas d'industrie, ou en tout cas pas encore. Alors au sens très large du terme, c'est-à-dire une autonomie de production, évidemment des infrastructures de tournage, au niveau de la formation, l'existence d'écoles de cinéma qui sont très récentes en Guadeloupe, qui se sont mises en place ces dernières années, l'école Épice en 2021, Courtrage Caraïbes en 2023, et puis aussi la question de l'interaction avec le public, parce que jusqu'à présent, c'était quand même une interaction parcellaire et une transmission intergénérationnelle qui l'était tout autant. Tout ça fait qu'on peut se dire, le cinéma entier n'existe pas. Par contre, si on l'étudie du point de vue de son contenu, au niveau narratif, dramatique, avec des petites spécificités formelles. Voilà ce que vous faites dans votre livre, notamment. Ce que je fais effectivement dans ce second livre, comme dans le premier. Il y a une cohésion de ce corpus, de cet ensemble de films qui, du point de vue de la production, est à l'intérieur de la production française. Alors, pour revenir à votre question, on commence à intéresser des producteurs qui n'ont pas de lien direct avec les Antilles, je pense de manière effectivement plus aboutie depuis quelque temps. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que les films des générations précédentes n'aient pas été produits. Ils étaient produits de fait, soutenus par des chaînes de télévision, avec des productions, en tout cas pour partie hexagonales, bien entendu, produits dans les règles de la profession. Mais il est vrai qu'on commence, je pense, à interpeller le milieu professionnel hexagonal, pour le dire rapidement. Alors, il y a peut-être aussi le fait qu'il fallait aussi démontrer la viabilité économique de ce cinéma, ou en tout cas le fait qu'il peut effectivement intéresser un public. Et là, je serai très rapide sur ce point, mais ça a été un élément bloquant pendant très longtemps. Pendant plusieurs décennies, des années 60 jusqu'à 2016, de souvenirs, il n'y a pas eu l'application de la fameuse taxe spéciale additionnelle, la taxe qu'il y a sur chaque ticket de cinéma en France. C'était pas appliqué en Outre-mer. Ce qui fait que lorsqu'on allait vers de potentiels financeurs, et que ce soit le CNC, que ce soit des productions privées, etc., il y avait le fait de dire, mais votre cinéma, on ne sait pas du tout en réalité ce qu'il en est de son potentiel économique. Or, depuis 2016, on a enfin l'application de cette taxe, et vous parliez du nombre d'entrées très important de Zion, évidemment, dans le bassin Antilles-Guyane. Je sais par Jean-Claude Barny que pour le Gang des Antillais, il avait dans le bassin Antilles-Guyane fait presque autant d'entrées que sur l'Hexagone en son entier. Donc là,
on a la démonstration de l'existence d'un public. Et je pense qu'il fallait ces différentes étapes-là pour rassurer des financeurs qui, encore une fois, n'ont pas de lien direct avec les Outre-mer. Et avec des thématiques qui intéressent ces publics directement. Absolument. Je pensais à la langue, vous évoquiez la langue tout à l'heure, et il y a aussi ce barrage-là, c'est-à-dire que quand le réalisateur de Ni chaîne ni maître me dit qu'il a dû, non pas batailler, mais enfin disons argumenter pour pouvoir tourner son film entièrement en plusieurs dialectes africains, puisque quand les esclaves arrivent, parce que c'est un film qui traite de l'esclavage dans l'océan Indien, et effectivement les esclaves arrivent, ils ne parlent ni créole, ni français, donc du coup il faut bien rendre tout ça réaliste et parler dans les dialectes africains dans lesquels il s'exprimait. Et pareil aussi quand Marmaille, le film effectivement tourné à La Réunion, pareil, et quasiment tout en créole, pareil pour Zion aussi, et à un moment donné on est obligé de se battre pour imposer. Donc tout ça c'était des freins. Alors voilà, je constate qu'ils ont l'air de se lever, puisque tout ça ce sont des films qui ont eu des carrières donc encore une fois hexagonales, tournés en créole et voilà, sous-titrés comme n'importe quelle autre langue que les Français de l'Hexagone ne comprendraient pas. Donc c'est pour ça que je parlais on a l'impression de, voilà, à un moment quelque chose qui change et qui fait que du coup on ose quand même, malgré tout ça, c'est horrible à dire, malgré tout ça, on ose quand même mettre de l'argent dans ces films. Alors je le pense aussi. Je pense tout à fait cette position que vous défendez. D'ailleurs, Marmaille, c'est l'occasion de dire qu'il a été projeté en Guadeloupe à la dernière édition du FEMI dont je gère la programmation, parce qu'on a fait un focus sur l'île de la Réunion, parce que là aussi ça bouge au niveau de la production. Oui. Il commence à passer au long métrage de fiction et on en est très heureux en tant que porteur de projet venant des Outre-mer. Concernant cette langue, je pense qu'il faut essayer d'avoir la vue la plus large possible, et je n'ai pas prétention à avoir tout compris. Mais on est aussi face à un public aujourd'hui qui est beaucoup plus sensible au sous-titrage. Et ça, c'est une des grandes réussites des plateformes de streaming. Pas besoin de les citer, nous les connaissons. Le fait de proposer certains films uniquement en sous-titrage au niveau international a imposé dans une certaine mesure, au public des plateformes de streaming de lire les sous-titres. Et on peut dire qu'en quelques années, de grandes plateformes ont réussi ce que finalement le milieu cinématographique n'a pas réussi en plusieurs décennies. C'est-à-dire de démocratiser le sous-titrage. Et j'en veux pour preuve le fait que, je vais donner un exemple très concret, le dernier Jurassic Park, Jurassic World, moi je suis un grand fan de Jurassic Park, le premier je l'ai vu, j'avais 11 ans en Guadeloupe, au Rex 1, enfin c'était une de mes premières claques cinématographiques, et j'y vais avec un ami en Martinique, c'était en 2022, on est à une séance le vendredi soir vers 22h, c'est la seule séance en VO de la semaine, et il y avait un public qui, pour moitié, était dans la vingtaine. Et on était très surpris. Et là, tous les deux, on s'est finalement tourné l'un vers l'autre et on s'est dit, ça, c'est les plateformes de streaming. Donc, cette question de sous-titrage, elle est importante. L'autre point qui est important, c'est que depuis le passage au numérique, sous-titrer un film, ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque de la pellicule. C'est pas une question anodine. Donc, tout ça fait que, finalement, on hésite peut-être moins à aller vers cette question du sous-titrage, c'est-à-dire le fait de mettre des langues qui ne sont pas la langue française. Et ça, je pense qu'on est vraiment dans un déblocage global où certaines langues qui sont moins connues ou qui sont minoritaires du point de vue statistique, j'entends, de la population, vont peut-être avoir de plus en plus de possibilités, de chances de s'exprimer, notamment les langues créoles. Question concernant votre livre. Pourquoi l'avoir intitulé Un cinéma décolonial ? Alors effectivement, en filigrane, on pouvait sentir cet aspect-là dans le premier livre. Alors, en toute honnêteté, je me suis vraiment beaucoup posé la question de savoir si j'utilisais le mot dans le titre, parce que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ce terme décolonial est très discuté, en particulier en France depuis quelque temps, mais très discuté dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine réticence à entendre cette pensée décoloniale, qui, je le rappelle, vient d'Amérique latine, qui a été composée par un ensemble d'intellectuels, philosophes, anthropologues, etc., d'Amérique latine. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand vous tapez ce mot-clé sur des sites marchands pour avoir accès à des livres, il y a en France ou en langue française très très peu de références encore à ce jour, alors que ça a été considérablement diffusé au niveau notamment du continent nord-américain et dans les universités, donc universités états-uniennes en particulier. Pourquoi un cinéma décolonial ? Parce que lorsque l'on observe bien les films, il y a de manière récurrente dans le discours des personnages de ce cinéma, alors le conteur créole et ses avatars, le nègre marron et ses avatars, le gars des Affaires Caboiset aussi, le médium sorcier, qui amène un peu une forme de réalisme magique, de cette pensée magique. Il y a dans les dialogues même la formulation de l'idée que les choses n'ont pas tout à fait changé, qu'il y a des éléments de continuité avec le passé colonial.
Et ce sentiment de continuité est au cœur de la pensée décoloniale qui vient d'Amérique latine. D'ailleurs, d'où le terme décolonial et non pas post-colonial. On sait la grande polémique qu'il y a entre ces deux termes. Et donc, ce sentiment de continuité, d'ailleurs, parfois les personnages disent de manière peut-être un peu catégorique, rien n'a changé. Et c'est vraiment récurrent. L'autre aspect, c'est au niveau formel. Dans ce cinéma, dans près d'un tiers des films, le temps est circulaire. Et assez souvent, les films commencent par une séquence qui finalement s'avère être dans le dernier cinquième du film. C'est-à-dire que c'est un temps qui tourne en rond, ou bien un temps qui est circulaire. Avec cette idée donc d'un temps qui ne passe pas. Et j'en reviens à cette phrase très célèbre de l'auteur William Faulkner du sud des États-Unis. Le passé n'est ni mort ni enterré, d'ailleurs il n'est même pas passé. Ces deux phrases plus précisément, ça s'applique tout à fait à ce cinéma entier. Donc de ce point de vue-là, tant au niveau du traitement du temps qu'au niveau de ce que formulent les personnages par rapport, encore une fois, à cette idée qu'il n'y a pas encore tout à fait de post-POST colonial, eh bien c'est fondamentalement un cinéma décolonial. Mais de manière beaucoup plus marquée sur les 30 premières années, je reviens sur le fait que depuis 2010 à peu près, et on peut placer ça avec l'arrivée de Julien Dalle et de Mariette Montpierre comme réalisateurs à un moment donné, on va quand même moins frontalement sur ces questions. Guillaume Robillard, si vous vous rappelez votre premier passage dans ce podcast, vous devriez vous souvenir que ce sont les invités qui en font la programmation musicale. Je pense que vous en souvenez, puisque je vous ai demandé de toute façon de choisir au préalable 2 titres. Votre premier choix, donc, vous avez choisi un titre de Patrick Saint-Éloi. Pourquoi ce choix? Oui, donc c'est Qui j'en qu'ai fait de PSE, Patrick Saint-Éloi. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une des chansons qui me berce depuis de très nombreuses années. J'ai tout de suite, immédiatement, dans mon enfance guadeloupéenne, ma naissance et mon enfance guadeloupéenne, et ensuite mon adolescence baignée dans les musiques locales. Et c'est un morceau pour lequel j'ai une affection particulière, parce qu'en plus de l'affection que j'ai pour l'artiste, je pense que nous avons toutes et tous connu une histoire qui a pu laisser un sentiment comme cela, peut-être de non fini, et de besoin de passer à une autre étape de son existence. Écoutez, c'est plein de nostalgie que vous allez jouer. Le DJ nous rappeler le titre et l'interprète qu'on commence à entendre derrière nous. Alors c'est Qui j'en qu'ai fait de Patrick Saint-Éloi. Il y en a l'autre qui fait ça, nous te fait. Pour nous pas vivre qu'on égalé. Est-ce que c'est pas souple, j'aime qui moi? Et nous pas nous doit aimer. Qui chante qui fait? Aïe, qui chante qui fait? C'est présence qui qu'à mettre en grand joie à l'envie en moi. Qui chante qui fait? Aïe, qui chante qui fait? C'est absence qui qu'à mettre en grand tout à l'envie en moi. L'air voulait sauver en l'envers impossible. Oh, c'est elle que j'ai en libre. Sur tripé, si ça moins qu'à tout là. Que fait nous jamais. Que j'en que fait. Ah, que j'en que fait. C'est absence qui qu'à mettre en grand tout à l'envie en moi. Que j'en que fait. L'oreille a vu, lu, entendu. Pourquoi ne pas ouvrir un livre et nous plonger tout de go dans le plaisir de lire? C'est ce que vous nous proposez, Agnès Cornélie, avec la présentation à chacun de vos passages d'un nouvel ouvrage. Bonjour donc, chère Agnès, vers quelle production littéraire de nos Outre-mer nous entraînez-vous cette fois-ci? Bonjour Patrice. Alors, j'ai choisi de vous amener à La Réunion avec un livre donc d'Éric Magamoutou qui s'intitule Une enfance réunionnaise, sous-titré Chape Lomaï, et qui est sorti aux éditions Rive-Neuve. Donc, Éric Magamoutou est un Réunionnais dont le père est un engagé indien, la mère une créole de la Réunion, et il raconte son enfance dans les années 50, 60. Ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais malgré tout, il voulait vraiment le pousser pour qu'il puisse lui réussir, notamment à travers l'école,
et qu'ils puissent sortir de cette condition modeste. Qu'est-ce qui fait la singularité de ce récit d'enfance ? Alors, selon moi, ce qui fait la singularité, c'est que on voit que malgré l'adversité, malgré les difficultés, les parents d'Éric Magamoutou voulaient le protéger, on va dire, des difficultés qu'il rencontrait, pour que lui il soit vraiment mis à l'écart et qu'il se concentre sur ses études et qu'il se concentre sur son avenir. Mais bien qu'il ait été enfant, il se rendait compte de certaines choses. Notamment, on voit qu'à un moment, par exemple, sa maman est enceinte, donc elle accouche d'un enfant, mais qui vit avec un oncle ou une tante, je sais plus, mais qui est un peu plus aisé. Mais ça marque les enfants. Mais souvent, on ne dit rien aux enfants. On les met juste devant le fait accompli, alors que eux, ils ont besoin aussi qu'on leur explique les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui est marquant dans ce récit, c'est de voir comment ses parents, enfin les parents d'Éric Magamoutou et puis les parents de cette époque-là aussi ne voulaient pas dire certaines choses aux enfants pour les protéger, mais qu'en même temps, ça les marquait de toute façon. Donc vous nous conseillez ce récit et vous allez nous en rappeler les références, chère Agnès. Alors, Éric Magamoutou, le nom de l'auteur, le livre s'intitule Une enfance réunionnaise, Chape Lomaï, aux éditions Rive-Neuve. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrice. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour avec Guillaume Robillard, spécialiste du cinéma antillais et chargé de cours, notamment à l'Université des Antilles. Compte tenu de ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Quel avenir vous voyez-vous pour le cinéma antillais ? Alors, pas ce que l'on peut espérer, mais compte tenu des éléments, on va dire, les plus récents dans les propositions faites, aussi dans la multiplication de réalisateurs qui ont plus facilement aussi accès à la réalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend un appareil numérique ou bien même certains tournent au portable pour faire déjà des petits films et des petits courts-métrages. Ça n'a pas évidemment la portée des moyens dont a disposé Nelson Foy, mais lui-même a commencé comme ça. Il nous racontait dans l'oreille hardi qu'il était dans sa banlieue de Bondy, il commençait déjà à faire des films au portable. Donc il y a aussi un accès qui est beaucoup plus facile à la réalisation, ce qui fait que on a davantage de choses à voir en provenance de ces Antilles et de ce cinéma antillais. Oui, alors déjà, effectivement, avec le passage au numérique, on peut faire plus facilement des films. Et ça, c'est une dimension globale. D'ailleurs, je pense, c'est un avis personnel, parce que je suis également porteur de projet, j'ai une formation de réalisateur à la base, qu'on a mis du temps à se rendre compte qu'on pouvait développer un cinéma indépendant et sortir du schéma classique de financement, toujours aller vers les mêmes institutions, comme ça, dans une forme de verticalité institutionnelle. On a mis du temps à en discuter et à passer à une pratique. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que c'est un cinéma qui peut se développer en allant vers des projets aussi lourds d'un point de vue de la production, j'entends, que Zion de Nelson Foy, et dans le même temps, un cinéma indépendant à très petit budget qui peut être pensé pour un public local et un public, par extension de la, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup ce mot, communauté antillaise de France hexagonale, etc. D'ailleurs, c'est ce que font Julien Dalle et Jeff Fidelin du côté de la Guadeloupe, et ça marche plutôt bien. On peut penser à un film comme Apprends lui à pêcher. Tout ça, ça veut dire que le spectre s'élargit. On a aussi des formations très récentes qui manquent peut-être encore un peu de structuration entre elles. Ça, c'est un avis personnel puisque je donne des cours dans ces différentes institutions, on va dire. Mais ça veut aussi dire qu'on va vers une professionnalisation du secteur. Tout ça fait que je pense que la voie s'ouvre. Au niveau du public, je pense qu'un public qui n'a pas, comme je l'ai déjà dit, de lien direct avec les Antilles, peut être plus curieux globalement des Outre-mer, parce qu'il y a, au-delà de la question cinématographique, je pense pouvoir le dire, depuis au moins une quinzaine d'années, une médiatisation beaucoup plus régulière des Outre-mer au niveau national. C'est-à-dire qu'il fallait aussi, plus globalement, que les médias s'emparent de cette réalité historique, culturelle, sociétale des Outre-mer, au-delà de catastrophes épisodiques, cyclones ou séismes, etc. Et il y a, me semble-t-il, une présence des Outre-mer beaucoup plus importante à la télévision en particulier ou à la radio. Il y a toujours du travail à faire, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on a aussi, finalement, invité des personnes qui n'ont pas de lien direct avec ces espaces, au sens global du terme, à en avoir une conscience. Et si vous en avez une conscience, si vous avez des images de ces espaces, vous avez potentiellement plus de curiosité pour des films qui vont arriver et qui vont traiter d'histoires liées à ces différents territoires dits d'outre-mer. Il y a eu aussi la question de la démultiplication des genres. Le cinéma d'animation, par exemple, c'était tout nouveau. Pareil, là aussi, c'est un peu curieux qu'on ne rebondisse pas là-dessus. Battle Dream Chronicle et le suivant Opal sont d'une très bonne qualité. Ils remportent des prix partout. Et pareil, il y a pas on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi. On s'engouffre pas derrière. Il y a pas de suivi. On a l'impression. C'est quoi ? C'est sur le plan politique que ça se pose, sur le plan artistique, sur le plan de l'investissement ?
Vos questions sont sacrément fortes. Alors, déjà pour revenir rapidement sur Alain Bidard... Je ne veux pas me mettre dans l'embarras, mais ce sont des questions qui se posent. Ça me fait plaisir que vous les posiez. Alors, pour revenir sur Alain Bidard, pour moi, c'est une étoile filante. Enfin, c'est vraiment un cas tout à fait à part, parce que je rappelle que c'est quelqu'un qui réalise ses films d'animation de A à Z tout seul. Or, on sait que c'est un domaine dans lequel il y a différentes étapes qui sont assurées par différentes équipes d'un même studio. Donc là, on a un cas qui est absolument phénoménal. Il y a 2 ans, il est intervenu en distanciel auprès d'étudiants de la 3e année de licence cinéma de Paris 1 où je donne des cours. Et les étudiants, qui d'ailleurs n'y connaissent quasiment rien aux Antilles ou aux Outre-mer par extension, étaient stupéfaits par ce profil tout à fait atypique. Alors, il y a aussi la reconnaissance au niveau international, vous l'avez dit, ce sont des dizaines de prix qui sont gagnés par ces films. Après, rebondir sur ça, c'est assez complexe. Il faut mettre en place quand même, j'ai envie de dire, toute une logistique. Alors, du côté de la Martinique en particulier, on a Parallèle 14, école d'animation qui existe depuis une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, qui vient d'ailleurs d'installer un campus en Guadeloupe. Donc, on peut penser que Parallèle 14, en particulier, va reprendre ce flambeau de l'animation locale, antillaise, par extension caribéenne. Mais ça met forcément un petit peu de temps. Vous voyez, de mettre en place une formation et de former des gens plus largement pour revenir au cas de Nègre-Marron de Barny, dont on a pu espérer à l'époque qu'il allait faire école dans une certaine mesure. Effectivement, il y a peut-être eu un décalage dans le temps entre cette réalisation artistique, puis qui a vraiment rencontré son public. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était le plus grand succès de tous les temps en Guadeloupe, et que même du côté de la France hexagonale, il a existé, du point de vue, encore une fois, de la rencontre avec le public. Mais il y a eu un décalage dans le temps entre cette réalisation artistique, cette possibilité, et la mise en place de dispositifs, notamment par des choix politiques. Ça, il y a effectivement cet écart-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé de continuité de ce côté-là. Mais après, c'est un vaste chapitre, bien sûr. Même si la structure n'existe pas sur place, on peut soutenir un artiste et effectivement l'amener vers des structures qui existent déjà par ailleurs. Et ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de politique qui existe sur le plan du cinéma, notamment aux Antilles. On ne croit pas au cinéma, à votre avis ? Alors, moi, je vous rejoins tout à fait sur ce commentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, par moment, la mise en lien, en relation avec des structures existantes, notamment au niveau hexagonal, n'a pas toujours été faite. Donc, ça a pu limiter le soutien et puis, j'ai envie de dire, l'éclosion de certains films, dont l'aboutissement artistique est tout à fait évident. Et on peut penser en particulier au film d'Alain Bidard. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut tout à fait en faire quelque chose de plus développé que ça n'est le cas aujourd'hui. Là aussi, on revient sur des questions complexes et qui débordent la seule dimension cinématographique. La question de la viabilité économique, elle est aussi au niveau de ce que ça va ramener à des territoires. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Alors, on sait que depuis un certain temps, des dispositifs ont été mis en place, depuis une quinzaine d'années au moins, pour arrondir, et qui notamment du côté de la Guadeloupe et également du côté de la Martinique et de la Guyane plus récemment, tournent autour de l'idée de tourisme et cinéma. On s'est rendu compte que faire des films sur des territoires et d'exporter des images de ces fameux espaces pouvait favoriser un développement économique, que ce soit par la venue de tournage ou que ce soit par le fait que des gens aient la curiosité de venir à un moment donné, puisqu'ils ont vu des images de ces îles, de ces territoires par extension. Donc, je pense, je ne veux pas être trop optimiste, je pense qu'il y a eu une prise de conscience politique. Mais encore une fois, il y a toujours un décalage entre le moment où vous mettez en place des dispositifs et le moment où vous avez des effets. Mais, on va espérer le meilleur pour la suite. Allez, de la musique va de nouveau résonner à nos oreilles grâce à vous, Guillaume Robillard, avec votre deuxième choix musical pour cette dernière pause. On reste dans le cinéma avec une musique de film que vous avez choisi, une chanson signée Bruce Springsteen. Alors, pourquoi ? Donc, Streets of Philadelphia. Voilà, extrait du film. Le fameux film Philadelphia, voilà, avec Denzel Washington et Tom Hanks. Alors, pourquoi ? Parce que c'est aussi un de mes nombreux premiers chocs cinématographiques quand je suis préadolescent. C'est un sujet difficile, on le sait. C'était un des premiers films de grosse production hollywoodienne sur la question du sida. Et puis, c'est une affection particulière pour Bruce Springsteen, parce que j'ai eu ma période Bruce Springsteen. Je me rappelle, j'avais acheté un CD de sa musique lors d'un voyage rapide à San Francisco lorsque j'étais adolescent. Alors, j'ai écouté ça pendant des années. Donc, c'est cette double affection-là. Puis, Philadelphia, Philadelphie, c'est une ville symbole très forte de l'histoire des États-Unis. C'est la première capitale de ce pays, qui est somme toute une jeune nation dans le monde. Donc, il y a toutes ces dimensions, pour moi, dans cette chanson. Voilà, et vous le voyez pas, mais c'est le large sourire et les yeux qui plissent et qui repartent vers les souvenirs d'enfance. On écoute Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia.
felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. L'oreille a du goût. Goût et enfance, c'est le bon combo pour mettre dans l'oreille de la saveur et du sentiment. Et Anne Bonneau connaît la recette puisqu'elle nous la sert régulièrement dans ce podcast. Cette fois-ci, rencontre avec Anaëlle du côté de Sainte-Suzanne à La Réunion qui se rappelle des ailes de dinde revenues dans la poêle. Pas tant pour la viande que pour le plaisir de saucer avec du pain, avec en prime un souvenir ému de sa grand-mère. Écoutez. Mais m'était fait zelden dans une poêle quand on était sorti de l'école. Et donc moi, mon affaire, c'était de passer le pain dans le fond de poêle. Voilà. Et ne te laisse pas périr! Mais tu manges pas trop la viande, mais le fond de poêle avec un peu de pain là, ça c'était le... ah ça c'était royal. Alors, moi maintenant je mange plus la viande, mais... Mais effectivement, ça fait partie des petits péchés mignons de l'enfance et des souvenirs qui ramènent à où quand on avait 4-5 ans. On avait de la chance, franchement, on avait de la chance que mes métiers aiment cuisiner et qu'en plus que l'été était bon. et c'est comme ça qu'elle nous gâtait en fait. Ne plaisante jamais avec les questions d'argent. Hein. Elle avait pas beaucoup de moyens. Mais elle avait tout en fait et elle nous donnait tout, donc même si elle n'avait pas acheté un vélo ou que sais-je pour nous, il avait l'amour, il était donné à nous l'amour et là nous l'avait tout en fait. On n'avait pas besoin de rien de plus en fait, on avait déjà tout et ça on a eu la chance de recevoir ça quoi. Ça c'est un énorme cadeau, c'est un énorme héritage et en plus c'est ce qui reste. Même quand la finale, même quand avec la maladie, il gagne plus trop, et ben c'est ce qui reste en fait. Et ça vaut tout l'or du monde. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak. Et c'est la fin de ce numéro de l'oreille hardie. Merci Guillaume Robillard. On n'a pas fini de parler de cinéma antillais. Je suis sûr que l'évolution des choses vont faire que du coup on va se reparler dans ce podcast. Avant de nous quitter, vous allez nous rappeler les références de votre livre. Oui, donc ce livre s'intitule Un cinéma décolonial, les personnages du cinéma antillais, qui est édité donc aux presses universitaires des Antilles, collection art et esthétique. Et je me permets de préciser que comme c'est un livre qui a été édité dans une collection d'art, eh bien, il y a beaucoup d'illustrations et nous nous sommes fait fort d'en mettre près de 50 films sur les 70 au total que j'ai pu recenser dans mon travail de recherche. Et pour finir, le cinéma antillais avance et je pense en particulier qu'en plus des sorties dont nous avons parlé, il y avait la semaine dernière à Princeton un symposium sur Ozan Palcy auquel j'ai eu l'honneur de participer. Et cette reconnaissance institutionnelle qui va de pair avec l'Oscar d'honneur qu'elle a reçu en 2022, eh bien, participe aussi à la reconnaissance effective au niveau national et international de cette production. Donc, comme on dit, on way. Merci encore Guillaume Robillard et merci à vous de l'autre côté de l'enceinte de nous avoir suivis cette semaine encore. Pour la réécoute, le replay, comme on dit en bon franglais, naviguez sur lapremière.fr, le portail des Outre-mer, ou bien voguez, surfez sur les bonnes plateformes de podcast pour vous abonner à L'Oreille est hardie. Les temps ressemblent parfois à de mauvais films et ne fleurent pas très bon, en tout cas fleurent comme des navets. Tâchez au mieux de suivre la bonne programmation et n'hésitez pas à mettre de la culture des Outre-mer sous vos yeux et dans vos oreilles, ça fait du bien. Souquez ferme et restez hardi moussaillon, à la semaine prochaine.